Bien. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au quatrième atelier en ligne des stratégies concertées qui est consacré aujourd'hui à quel effet les choix éducatifs protecteurs des parents ont-ils un épanouissement, ont-ils sur l'épanouissement, ont-ils un impact sur l'épanouissement de l'enfant à l'âge adulte? Pour cet atelier, nous allons accueillir parmi nous aujourd'hui comme intervenante Annalisa Dagano et Fatoumata Kébé. Avant de leur donner la parole, je vais rappeler quelques consignes pour que l'atelier se passe bien. Coupez bien votre micro pendant les interventions parce que on aurait un temps d'échange plus tard et pour faciliter la communication et que tout le monde puisse entendre ce qui se passe pour éviter des bruits de fond. Se renommer pour mettre le nom et l'institution pour savoir qui prendra la parole après quand on sera dans les échanges. Euh, L'atelier est enregistré, donc si vous ne souhaitez pas sortir de la vidéo, vous pouvez garder votre caméra fermée parce que c'est un atelier destiné aux professionnels qui sera disponible donc sur les stratégies concertées et sur le compte YouTube du GAMS pour que les professionnels puissent le réutiliser s'ils ne peuvent pas être présents lors de cet atelier. Pendant les échanges, quand ils vont commencer, c'est de lever la main pour qu'on puisse savoir qui parle et qui a levé la main en premier pour éviter qu'on parle tous en même temps ou que la première personne qui a levé la main ne passe pas en premier. Voilà. Alors, pourquoi les stratégies concertées? Donc, je vous les présente. C'est un réseau qui regroupe les acteurs et actrices belges provenant de secteurs divers concernés par les MGF nés en 2008, tous les secteurs et régions wallonnes en 2019. Donc, le constat de base, c'est un besoin de coordination des acteurs et actrices de terrain qui menaient les actions sur les mutilations génitales féminines, communément appelées MGF ou excision. Et, le réseau a pour objectif d'améliorer la coordination et la qualité de nos interventions en région wallonne et en région bruxelloise et faire connaître les interventions par des instances politiques et administratives. Alors, il y a le fait que vous pouvez chacune intégrer le réseau et je vous explique 5 bonnes raisons pour rejoindre le réseau. Et rejoindre le réseau, c'est pour vous former sur les mutilations génitales féminines et savoir comment mieux orienter, accompagner les personnes concernées par les MGF. C'est rester informé avec la newsletter des stratégies concertées, être au courant des activités du réseau et des partenaires, des formations, des nouveaux outils, des nouveaux outils ou des nouveaux revues et des recherches. Communiquer sur vos activités autour des MGF que vous faites au sein de votre structure. Connaître les acteurs et actrices qui travaillent sur les MGF en région wallonne et en région bruxelloise et faire connaître la démarche de votre structure. Et c'est qui, la nouveauté aussi, nous avons eu un financement pour ouvrir les stratégies concertées en Flandre et ça, pour élargir encore le réseau au niveau de nos collègues et partenaires flamands. Voilà. Donc ici, j'ai un QR code pour rejoindre les stratégies concertées. Vous pouvez le scanner et avoir les informations nécessaires pour pouvoir rejoindre le réseau. Je le laisse 1 minute avant de continuer.
Bien. Alors, je vais rappeler un peu c'est quoi le programme de la série de cette année. C'est la série dédiée aux parents protecteurs et nous sommes au quatrième atelier. Le premier atelier a eu lieu le 18 février 2025, suivi de l'atelier du 24 avril 2025 et celui du 26 septembre, 26 juin 2026 et aujourd'hui le quatrième atelier qui est le 23 pardon, septembre 2000. Oh, qu'est-ce que je fais? Hop, un instant. Donc, voilà. Et donc, pourquoi cette série? Cette série, c'est pour offrir un espace d'échange, pour croiser les regards et renforcer les stratégies de protection. Ce cycle de parents protecteurs s'adresse aux acteurs et actrices de terrain, au grand public ainsi qu'aux personnes issues des communautés concernées afin d'enrichir les approches et de mieux accompagner les parents qui s'engagent dans la protection de leurs filles. L'objectif du cycle parents protecteurs alliés dans la protection de l'enfant, c'est d'identifier les parents protecteurs et comprendre les défis qu'ils rencontrent au sein de leur famille face aux services externes et à la justice. Valoriser et renforcer les stratégies de protection déjà mises en place par les parents. Sensibiliser les services externes aux leviers à activer pour mieux soutenir ces familles. Encourager une collaboration renforcée entre parents et professionnels pour une protection efficace et dans un format dynamique et interactif. Ce cycle est conçu pour favoriser les échanges riches et constructifs entre les participantes grâce à des panels de discussion animés, au partage d'expériences variées. Nous visons à identifier des solutions concrètes pour soutenir les parents protecteurs dans leur rôle essentiel. De plus, des outils pratiques seront présentés pour renforcer les compétences tant des parents protecteurs que des professionnels de terrain. Les ressources visent à fournir des stratégies efficaces et applicables permettant à chacun d'agir de manière informée et proactive contre les mutilations génitales féminines. Et donc, le premier atelier a eu lieu le 18 pour répondre à la question comment valoriser les parents protecteurs et comprendre le conflit auquel ils et elles sont confrontés. L'atelier avait pour objectif de discuter de la protection des enfants, notamment en ce qui concerne les risques liés à l'excision. Il a été souligné que bien que la Belgique propose des protections légales, il reste essentiel d'assurer une vigilance continue, particulièrement pour les enfants dont les familles peuvent être influencées par les pressions sociales dans les pays d'origine. L'atelier visait aussi à promouvoir les échanges réseaux stratégiques concertés entre les services de première ligne, les parents et les professionnels de santé, introduisant les outils et les bonnes stratégies pour mieux protéger les enfants et les accompagner tout au long de leur parcours. Ici, il y a le lien du replay pour vous permettre de le revoir. Mais ils sont disponibles sur notre compte YouTube GAMS Belgique. Vous y allez et vous pouvez regarder dans les playlists sur les parents protecteurs, les ateliers en ligne de parents protecteurs et vous avez tous les ateliers qui ont été euh, enregistrés là. Donc, le deuxième atelier, c'était comment accompagner les parents protecteurs dans leur cheminement de protection. Nous avons analysé trois situations de trois différentes personnes concernées pour analyser les conflits et les défis que les personnes concernées et les concernent peuvent faire face vis-à-vis de la famille et les conflits de loyauté pour protéger leurs filles. Nous sommes arrivés à la conclusion que c'est important de se décentrer, d'avoir une écoute active, rechercher de l'aide de la personne concernée par les professionnels qui travaillent dans la lutte pour l'abolition de l'excision, les travailleurs interculturels ou des relais communautaires dont les personnes qui sont formées et outillés pour faciliter le dialogue entre professionnels et personnes à accompagner. Mais aussi, il faut prendre le temps pour permettre des fois à des personnes accompagnées de mettre les mots à son vécu et s'autoriser à en parler.
Cela peut parfois nécessaire, cela peut nécessiter parfois un peu plus de temps. En tant que professionnel, on peut apprendre de ces différences, de ces différentes personnes qu'on accompagne qui va nous faciliter ou mieux nous outiller pour l'accompagnement des personnes concernées. Et le troisième atelier, c'était autour de la reconnaissance de la souffrance des parents protecteurs tiraillés entre son devoir de protection et un attachement à une figure paternelle euh, qui pouvait être excluante, proposer un accompagnement psychologique et émotionnel pour aider à comprendre et à gérer ces tensions, aussi de mettre en place des espaces de parole et de groupes de soutien afin de renforcer son réseau. Donc, voilà, et ça nous amène au quatrième atelier qui est quel effet les choix éducatifs protecteurs des parents ont-ils sur l'épanouissement de l'enfant et à l'âge adulte. Et pour ce faire, nous allons accueillir Fatoumata Kébé, qui est issue des communautés concernées, et Alanisa Dagano, psychologue au GAMS. Je vais départager mon écran pour qu'on puisse les avoir et qu'on continue cet atelier. Voilà. Donc, bonjour Fatoumata Kébé et Annalisa. Je vous laisse la parole pour vous présenter. Bonjour, bonjour, je te laisse. Ok. Présenter. Donc bonjour tout le monde, je suis Annalisa, je suis psychologue clinicienne au GAMS à l'antenne de Bruxelles depuis un petit temps. Je propose, dans le cadre de mon travail ici, je propose des accompagnements individuels, mais je co-anime aussi des ateliers de groupe et participe à la formation. Bonjour, je suis Kébé Fatoumata, je suis étudiante et je suis relais communautaire de la santé sexuelle. Et voilà. Euh, je suis issue de la communauté concernée par l'excision. Et voilà, c'est pourquoi je suis présente aujourd'hui. Merci. Merci Fatmata, merci Annalisa d'être là. Donc aujourd'hui, jusqu'ici, on a vu que le webinaire des stratégies concertées portait sur la prévention, mais aussi auprès des enfants, en mettant en avant la parole des parents protecteurs et protectrices. Ce que vous demandons aujourd'hui à toutes les deux, à Fatmata donc, et Annalisa, c'est de s'interroger et d'intervenir au sujet de l'enfant devenu adulte, l'enfant protégé de l'excision à sa propre insu, l'enfant qui a donc grandi en pensant avoir été excisé, comme toutes les autres filles, l'adulte qui a vécu son corps comme un corps qui a subi une excision et qui découvre lors d'un entretien euh, euh, dans l'asile. Donc, pour notre cas ici, donc des personnes qui sont venues s'installer en Belgique et qu'elles se rendent compte que finalement, qu'elle n'a pas subi une excision. Nous allons donc parler aujourd'hui de ces enfants qui sont protégés de l'excision et qui grandissent en pensant avoir été excisés parce que la stratégie mise en place la plupart du temps par la mère ou le parent ou la parent plus proche a été de mettre en scène une excision de sorte à laisser une empreinte amnésique et parfois même physique et émotionnelle sur l'enfant. Ces enfants qui soit ont fait partie d'un groupe d'enfants lors d'une cérémonie d'excision ou qui a été excisé seul, mais dont la mère a négocié ou payé l'exciseuse pour que l'excision n'ait pas lieu ou fait semblant d'une excision si on essaie de faire le type 4, donc une incision ou un pincement pour que l'enfant retienne quand même une petite douleur pour s'assurer que l'enfant ne dise aussi à ses amis ou à son entourage qu'elle a bien été aussi, euh, qu'elle a subi une excision. Le souvenir qui reste auprès de ces enfants et ensuite les adultes est bel et bien celui d'une excision en présence de l'exciseuse, des autres enfants ou pas, des habits traditionnels, les jours de l'excision, des jours d'excision, de la fête aussi qui peut avoir été faite après
soit pendant juste le jour de l'excision ou à la fin de la guérison de l'enfant. Parfois même, le simulacre, je mets entre guillemets, va jusqu'à créer une blessure chez l'enfant, donc minime, de sorte que quelques gouttes de sang coulent pour que l'enfant vit cette expérience-là, de voir son sang et penser avoir subi l'excision qu'on entend. Donc moi, je vais commencer par toi, Fatmata, je me tourne vers toi pour te demander euh, comment peut-on accueillir une personne qui se rend compte, une personne adulte qui a grandi en croyant avoir subi une excision et qui se rend compte à un moment donné de sa vie qu'elle ne l'a jamais été. Oui. Merci pour la question. En fait, selon moi, on peut accueillir une femme, oui, on peut dire une femme qui est déjà adulte, qui a pensé être excisée toute sa vie et finalement qui se rend compte qu'elle n'a pas été excisée et qu'elle a été protégée parce que si on pense être excisé quand on l'a pas été, est-ce qu'on a été protégé? Et moi, je pense que l'accueil de cette personne doit être vraiment très attentionné parce que quand même, c'est un choc pour cette femme qui apprend que finalement, elle n'est pas comme les autres femmes et qu'elle n'est pas propre comme les autres femmes, comme ce qu'on pense, Mhm. même si c'est pas ça. Et c'est un traumatisme pour cette femme. Donc, selon moi, c'est une nouvelle pour elle qui est vraiment, bon, pas grave, mais qui est vraiment, qui peut la rendre un peu mal à l'aise. Parce que, imagine une femme qui a plus de 20 ans et qui a été excisée quand elle avait, imaginons, entre 8 à 10 ans. Mhm. Et qui a quand même saigné, qui a été parmi ces groupes de filles qui ont été excisées, qui a quand même passé par toutes les procédures de l'excision, et après l'excision aussi, Mhm. et qui se rend compte finalement qu'elle n'a pas été excisée, doit vraiment être accueillie par attention et euh, la mettre en confiance et Mhm. peut-être proposer à cette personne des suivis psychologiques Mhm. et vraiment faire croire à la personne euh, qu'elle doit vraiment qu'elle doit vraiment, qu'elle doit vraiment être fière de ce qu'elle est. C'est ce que je peux dire. Mhm. Et voilà. Au niveau de l'accueil, c'est ce que je peux dire sur ce côté. Merci, Fatoumata. Alors, quel regard as-tu, Annalisa, par rapport à ce que Fatoumata vient de nous partager? Ah ben, je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter. Ce que je tiens à dire, c'est que des personnes qui sont concernées par cette situation, Mhm. moi, je n'en ai pas rencontré énormément. Et donc, je me base sur la petite expérience que j'ai parce que des femmes adultes qui ont Mhm. été protégées jusqu'à un âge adulte, euh, Mhm. je pense que ça reste quand même un petit peu rare. Mhm. Dans ce que moi j'ai pu observer, comme le dit Fatoumata, c'est que bah, quand une personne est excisée, elle fait partie du groupe. Elle fait partie Mhm. d'un groupe, Mhm. du groupe de femmes excisées. Il y a un sentiment d'appartenance et ça, c'est très important pour, pour construire son identité. Et à Mhm. partir du moment où il y a ce dévoilement, cette découverte qu'il n'y a pas eu l'excision ou pas tel Mhm. qu'il l'imaginait, Mhm. c'est très bouleversant au niveau identitaire. Mhm. Et des femmes se demandaient, mais du coup, j'appartiens à quoi? À quel groupe? Est-ce que je peux me considérer encore faire partie du groupe? Et ça questionnait également leur propre sécurité parce qu'elles ne se sentaient pas forcément à l'aise de Mhm. pouvoir discuter avec celles qu'elles connaissaient et de Mhm. dévoiler la vérité du fait qu'elles n'étaient pas
euh, excisées. Elles avaient peur de la réaction éventuelle, en fait, Mhm. d'autres femmes, puisque Mhm. c'est la norme. Oui. Et ce que j'ai pu voir aussi, c'est du coup, ça entraîne un sentiment de culpabilité. Pourquoi moi? Mhm. Ça peut, enfin, c'est des généralités ce que je dis, hein. Je vous dis un petit peu ce que j'ai observé à gauche et à droite. Ça Mhm. peut entraîner un sentiment de culpabilité, Mhm. de se dire, ben, pourquoi moi j'ai été protégée? Est-ce que du coup mes sœurs, elles ont été protégées? Mhm. Euh, Est-ce que je suis légitime de pouvoir le dire en public? euh, que j'ai été protégée. Et peut-être aussi la culpabilité, parce qu'en fait, ben, on va en discuter, mais Mhm. ça touche à un secret de famille. Et donc, Mhm. j'ai vu aussi des femmes se questionner sur qui est-ce qui m'a protégée et qu'est-ce qu'elle a dû faire, quel est le prix qu'elle a dû payer, le sacrifice qu'elle a dû faire, cette personne, pour pouvoir me protéger. Du coup, se sentir aussi coupable vis-à-vis un petit peu de ces personnes-là. Merci Annalisa. Je vais me retourner vers toi, Fatmata. Oui. J'ai envie de te poser la question, comment peut-on accueillir cela si on croyait à l'excision ou si on ne le croit pas, ce serait quoi la balance de l'un ou l'autre? Ta question, c'est que comment est-ce qu'on peut accueillir cette nouvelle si Oui, comment en tant que femme accepter le fait que je ne sois pas excisée alors que je croyais à la pratique, ou je croyais à l'excision? Qu'est-ce qui peut se passer là comme tension euh, vis-à-vis de se rendre compte que finalement, ce n'est pas une excision. ok. Moi, je vais directement prendre par, l'exemple sur une personne que j'ai déjà rencontrée qui est déjà concernée Mhm, et qui, avant d'apprendre qu'elle a été protégée, mhm, voilà, avant qu'il croyait à l'excision, mhm, mais à un moment avant de passer par les examens, par un examen médical, donc est déjà d'abord passé au GAMS mhm, et qui s'est déjà renseigné un peu sur l'excision, les conséquences de l'excision, tout ça, mhm, et mhm, qui se voyait déjà dans ce cadre. mhm, Donc, qui se voyait, même si elle n'a pas de ressenti de toutes ces conséquences, mais mhm, qui se voyait dans tout ça dans le futur. Donc, c'est après tout cela que cette personne a été examinée et elle a été informée par le docteur qu'elle n'a pas subi d'excision, en fait. mhm. Donc, pour elle, c'était quand même un choc, comme je l'avais bien dit avant. Ok. C'était un Mhm, choc. Et bien sûr que cette personne croyait à l'excision, mais avec toutes ces conséquences que l'excision peut causer, si vraiment elle pouvait ne pas être excisée, ce jour, c'était mieux. Mais vu qu'elle l'est déjà, et que mhm, finalement, après l'examen, elle a été informée qu'elle n'a pas été excisée, a été quand même un choc. mhm, Et cette personne ne s'est pas remis vite. Donc, je ne peux pas directement répondre à la question, oui, quand on mhm, apprend directement que on a été protégé et qu'on n'a pas subi l'excision et que vraiment on peut le prendre directement. Soit on peut sauter de dire que oui, je suis contente, j'ai pas été excisée, j'ai été préservée à toutes ces conséquences. Non, c'est pas vraiment le cas. Et même si on pense que vraiment l'excision a des conséquences et qu'on l'avait subi, que finalement on se rend compte qu'on n'a pas subi, la réaction ne peut directement pas être comme cela. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que cette personne se remet petit à petit, mhm. et finalement, la personne a Donc, accepté mhm. que oui, je peux pas dire une chance, mais que c'est une bonne chose qu'il est quand même arrivé. Voilà. Ok. Mhm. Est-ce que vous pensez que ça aurait changé la donne si la personne n'y croyait pas à l'excision? Elle aurait mieux accueilli que d'être choquée et d'avoir une crise
d'identité là ou une crise de croyance, si je puis dire comme ça, parce que est-ce qu'on l'accueillerait de la même manière si on ne l'était pas? Tu veux bien dire si la personne n'était pas pour l'excision. Oui. Si c'est, pour moi, si c'est une personne, par exemple, qui est contre l'excision et qui a été excisée, qui apprend finalement qu'elle n'a pas été excisée, vraiment, en franche vérité, la réaction ne peut pas être directement en joie. Donc, ça prend du temps pour que, malgré que, franchement, parce que c'est deux choses qui se présentent. Mhm. Vraiment, on n'est pas pour l'excision, oui, Mhm. mais on a quand même été excisé. Et on Mhm. pense vraiment être excisé, même si on l'apprend après que non, c'est pas ça. Donc, Mhm. vraiment, en bref, je peux dire, la réaction ne peut pas être directement dire oui, vu que je ne suis pas pour l'excision et j'ai été finalement protégée, je suis contente. Non, cette réaction ne peut pas être Mhm. instant- instantanée, quoi. Voilà, ça vient après. Est-ce que c'est le fait que, ben, enfant, j'ai cru que et j'ai cru toute mon enfance, toute mon adolescence et à l'âge adulte que j'ai subi une excision et que là, je me rends compte que c'est qu'on m'a pas dit la vérité, que j'ai été protégée, qui peut expliquer des tensions quand même qu'il peut y avoir que ce soit le fait euh, qu'on ait subi ou pas l'excision qu'on ait subi ou pas l'excision, mais qu'il y a eu tout ce processus qui a été fait que on nous a fait sentir avoir été excisé. Moi, le mot mensonge, je vais enlever ça, c'est pas une mensonge. Par exemple, je peux prendre Mm, sur l'exemple sur la personne que j'ai connue. mm, Euh, c'est pas du tout une mensonge si la personne a été protégée par mm, quelqu'un de sa famille qui est passé par des stratégies pour toujours, pour maintenir la protection de la fille, pour vraiment cacher la vérité à la fille. mm, C'est pas une chance, mais c'est une idée de protection. mm, Euh, C'est possible que quand peut-être la fille est au courant qu'elle a été protégée et que, par exemple, moi, si je prends toujours cet exemple sur la personne que j'ai connue, qui mm, était dans son pays d'origine, qui croyait vraiment à l'excision, qui mm, a, même si elle a été protégée par ses parents, mais qui croyait quand même à l'excision. Et mm, c'est à sa venue en Belgique qu'elle a vraiment, qu'elle a su que l'excision n'est pas une bonne chose, l'excision a des mm, conséquences, tout ça. Donc, après la nouvelle, mm, ce qui est sûr, ça devient un choc parce que la personne est quand même passée par un long processus qui est l'excision. Elle pense être excisée, il y a le sang qui a quand même coulé. Donc, elle était parmi ses filles, elle se sentait quand même fière parce que mm, dans son pays, être excisée, c'est une fierté. Donc, tous ces souvenirs reviennent. Donc, le fait de penser, oui, l'excision n'est pas une bonne chose, je suis fière de ne pas l'être, se met de côté d'abord. En fait, c'est les souvenirs qui reviennent et pour mm, ça, il faut vraiment du temps pour avoir confiance en soi et mm. donc c'est ça. Merci Fatmata. Annalisa, je me tourne vers toi parce que tu as suivi des personnes dans cette situation. Et, quel commentaire as-tu sur tout ce que euh, Fatoumata a dit sur les premiers instants qu'on va raconter, ou on va dire, pas raconter, mais dire à cette femme. Mais en fait, non, madame, nous, on ne constate pas d'excision. Peut-être il y a une incision ou un pansement quelque part, mais on ne constate pas un type 1, un type 2 ou un type 3, mais plutôt c'est un type 4. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se jouer pour cette femme à cet instant-là? Quels sont les éléments euh, et les infos qu'on pourrait tirer en tant que professionnel, mais aussi pour la personne qui peut être aussi dans cette situation qui nous écoute? Oui. Euh, bah,
Je pense que Fatoumata a bien répondu déjà à peu près tout. Oui. Euh, Je pense que ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que en tant que professionnel, peut-être à ce moment-là, on ne se Mm, doute pas que on est dans un moment très délicat et que mhm, chaque mot compte, mhm, euh, chaque réaction de la part de la personne concernée compte et mhm, que peut-être que les professionnels ont un tout petit temps pour pouvoir faire cette visite médicale mais que ça nécessiterait encore plus de temps en fait pour que la personne puisse accueillir l'information parce que c'est assommant, en tout cas de ce que moi j'ai entendu des personnes concernées. Et ce qui est particulier, c'est que c'est une personne étrangère et totalement inconnue euh, mhm, de soi qui nous informe sur comment notre corps mhm, comment le corps est en réalité, alors que la mhm, personne se le pensait d'une certaine manière, c'est une mhm, personne autre, un étranger, mhm, une étrangère. mhm, C'est pas la personne qui est détentrice du secret. Dans le mhm, cas des personnes que moi j'accompagnais, c'était souvent la mère qui avait protégé mhm, la personne. Et là, le dévoilement, il est fait par encore une autre personne. mhm, Alors qu'il s'agit de sujets quand même intimement intimes. Euh, et donc, comme l'a dit Fatoumata, moi j'ai rarement vu de la joie au premier abord. mhm, J'ai plutôt vu du désarroi, mhm, du doute, euh, de la remise en question, de la colère, euh, mhm, du rejet. C'est vraiment bouleversant, quoi. Moi, je le vois comme un tsunami, comme quelque chose qui va remettre en question en fait toute la manière dont on s'est construit de soi-même en tant qu'individu, mais qui va remettre en question aussi les rapports que l'on a eus avec les gens de notre entourage, puisque en fait ce dévoilement dévoile quelque chose, c'est qu'il y a eu un secret, mhm, c'est qu'il y a eu un mystère. C'est mhm, que, comme le dit Fatoumata, le mot mensonge aussi, en tant que professionnel, je pense que c'est juste de ne pas l'utiliser, mais il y a mhm, eu, je ne vais pas dire omission, mais il y a des informations qui ont été retenues. Je ne sais pas, mhm, faut trouver mhm, la mhm, bonne appellation. Et ça, en fait, ça remet en question à peu près ben, tout dans sa vie, toutes les valeurs, tout. mhm, Les émotions, elles sont très variables. En tant que professionnel, je pense qu'il faut être attentif à toutes les valider. mhm, Parce que peut-être qu'on peut s'imaginer que la première réaction, ça pourrait être la joie, mais il faut éviter de projeter ce que, en tant que professionnel, on mhm, pourrait s'imaginer de ressentir à ce moment-là et valider mhm, toutes les émotions qui viennent au moment du dévoilement, même si c'est de la mhm, colère, même si c'est mhm, du rejet. mhm, Euh, Ce que je peux dire, c'est que la joie et le soulagement finissent par arriver. mhm, C'est pas au moment du dévoilement, mais dans les personnes que moi j'ai rencontrées, je les ai accompagnées, donc j'ai un peu vu différentes étapes. mhm, Et donc la joie, le soulagement arrivent après, après, après mhm, tout le tsunami. Et mhm, alors j'ai pu constater qu'il se fait de manière euh, un peu retenue, un peu pudique. mhm, Vous voyez, cette question de la culpabilité que je disais au début, mhm, c'est un secret un peu précieux et mhm, qu'elles sont finalement heureuses de, de partager pour elles-mêmes, mais ça se fait toujours de manière mhm, discrète. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on touche quand il y a le dévoilement? C'est que les femmes, quand elles sont en accompagnement et qu'elles découvrent cela, ça va mhm, devenir central dans l'accompagnement et ça va mhm, être vraiment un chemin vers une recherche identitaire, en fait. mhm. Merci, Annalise. Je reviens vers toi, Fatmata. Est-ce que, justement, quand on parle de cette stratégie, de cette maman ou de ses parents qui protègent, comment vivre ces tensions-là? Ah, tiens, euh, pendant toute ma vie, ma mère ou le parent m'a fait croire ceci, elle m'a empêché de faire ceci ou cela, et tout ça dans l'objectif de me protéger.
et comment, en tant que personne concernée, on peut comment on peut accueillir ça, comment on peut réagir à ça, parce qu'on a ces souvenirs ben, pourtant ça a eu lieu et il y a des choses qui ont tourné autour de cette excision aussi, simulées pour continuer. Est-ce que c'est une continuité de protection, c'est tous les jours, pendant l'enfance, jusqu'à ce qu'on devienne âge adulte, que cette protection ou ces stratégies sont récurrentes? Oui, je peux dire c'est une continuité de protection à partir déjà que la fille a été le fait le semblant était déjà là. euh, le semblant faire semblant de faire exciser sa fille. Je vais prendre Mhm, l'exemple sur une mère protectrice. Donc pour une mère qui a peu protégé sa fille et que cette fille pendant toute son adolescence a pensé être excisée et que elle a finalement su en Belgique qu'elle ne l'était pas et que mhm, ses souvenirs reviennent petit à mhm, petit, comment cette protection s'est passée, tout ça. Et ces souvenirs reviennent après l'excision, tout ce qui s'est passé, par exemple, pour la personne que j'ai pu rencontrer après son excision. Elle a été excisée, elle a été accompagnée par sa maman. Et après son excision, elle était parmi les groupes de filles. Et mhm, après, sa maman l'a retirée dans ce groupe pour être seule avec elle. mhm, Et ça, c'était pour une bonne cause parce mhm, que la maman faisait vraiment attention pour ne pas que le secret soit dévoilé d'une manière ou à une autre, même si elle l'a mhm, caché, tout peut mhm, basculer à un moment ou à un autre. Donc, sa maman l'a retirée dans ce groupe, elle est restée avec elle. Donc, mhm, c'est elle qui prenait soin de la fille. Et vraiment, il disait à la fille de ne pas prendre du temps sur sa partie intime, de ne mhm, pas se laver dehors, de ne mhm, pas vraiment s'asseoir dehors pour faire ses besoins ou devant, devant les personnes. Vraiment, mhm, elle faisait attention à tout cela. mhm, Et des fois, la fille, elle disait qu'elle prenait un peu mal ça. Peut-être sa maman était dure. Elle mhm, voulait pas que vraiment elle fasse des choses comme les autres filles, tout ça. mhm, Et c'était vraiment pour une bonne cause. Et elle se rappelle de tout ça maintenant. mhm, Et vraiment, elle arrive à savoir que c'était pour une mhm, manière de continuer la protection. Parce que la mhm, protection était déjà, elle était déjà protégée de l'excision. Et c'est une mhm, manière que la protection continue. mhm. Et voilà. Donc, je vais intervenir jusque-là. Merci Fatmata. Alors, Annalisa, qu'as-tu à nous dire sur cet impact de ces différentes stratégies? Allez, les enjeux que les parents protecteurs ont dans une telle situation. Moi, j'ai une pensée pour les personnes que moi, en tout cas, je ne rencontrerai pas, c'est les parents Mhm, protecteurs. Moi, je rencontre l'adulte, mhm, mais les parents protecteurs, souvent, sont là-bas. Et je rencontre les adultes parce qu'en fait, elles ont fui une mhm, autre violence, qui est souvent le mariage forcé. mhm, Euh, et donc, j'ai une pensée pour ces parents-là. Euh, mhm, quand les femmes, enfin, quand j'ai des accompagnements avec les femmes concernées, j'imagine très souvent comment les parents ont dû vivre, ont dû se comporter pour pouvoir gérer toute cette protection mhm, continue. Et j'imagine, moi j'ai cette impression que c'est une mise en scène perpétuelle en fait. La mise mhm, en scène, c'est une mhm, performance, un rôle que les mères, la plupart du temps, je vous ai dit, c'était les mères, les protectrices, que moi, mhm,
Moi j'ai entendu, elles performent toute la vie de leur Mhm. enfant, même devenu adulte, pour qu'on continue à croire et que la Mhm. personne concernée continue à croire elle-même Mhm. qu'elle est excisée. Donc j'imagine que ces mères, elles avaient un plan dans la tête et qu'elles ont dû œuvrer pour le mettre en place, aller rencontrer, négocier avec les exciseuses, Mhm. oser parler avec l'exciseuse et trouver quelqu'un qui puisse Mhm. être aussi aligné Mhm. au projet en fait. Mhm. Et après ça, ben, il y a la mise en scène de l'excision. Parfois, comme le dit Fatoumata, il y a un percement Mhm. du capuchon du clitoris. Mhm. Parfois, j'ai entendu une petite incision au niveau de la cuisse pour que l'enfant Mhm. se rappelle, mais ça Mhm. reste une mise en scène d'une excision telle Mhm. que tu l'as décrit, hein, Mariama, Mhm. de type 1, 2 ou 3. La Mhm. mise en scène, elle n'est pas seulement pour l'enfant, mais elle est aussi pour tout l'entourage, euh, Mhm. pour les filles qui attendent dehors, pour d'autres adultes peut-être qui sont Mhm. présentes, Mhm. et pour tout ce qui va se passer par la suite. La mise en scène, elle est vraiment au niveau social. Mhm. Et puis, ce qui est quand même particulier, comme elle a dit Fatoumata, en fait, pourquoi ça va tenir ce stratagème, c'est que la performance, la mise en scène, elle va être tout le temps. La mère, elle a investi son enfant qui est intact, qui n'est pas excisé. Comme une enfant excisée, elle va tout faire pour qu'elle continue à le croire pendant qu'elle grandit. Et ça va être renforcé aussi par les autres enfants. Ça va être renforcé par les autres personnes de l'entourage. Donc la mise en scène, elle est perpétuelle en fait. Et selon toi, Annalisa, serait quoi comme conséquence de cette euh, transmission de cette manière-là, hein? De voir que ses parents, au lieu d'être directs dès le départ, empruntent toutes ces stratégies pour pouvoir le faire. Quelles seraient les conséquences possibles chez l'enfant, tu dis? Je sais pas. Qu'est-ce que ça pourrait impliquer comme transmission? Comme transmission. Euh, L'enjeu était je- trop important. Selon vous, il n'y a Il y a quelqu'un qui intervient? Non, ben, Ça va? Moi, je pense que le risque, mais c'est pas positif ou négatif, hein. Ce que j'ai constaté chez certaines femmes, c'est que il y avait comme une transmission d'un mandat mhm, qui est celui de ben tu seras pas excisée ma fille, mhm, tu resteras l'intégrité physique en intégrité physique, mhm, tu seras protégée donc tu auras une bonne santé mhm, et donc si tu as une bonne santé ben tu seras heureuse et donc tu réussiras dans la vie. J'ai c'est moi qui dis, hein, c'est pas les femmes qui disent, mais c'est comme ça mhm, que je comprends un petit peu les choses. mhm, Parce que je vois qu'à un certain moment, bah, quand les femmes arrivent à prendre contact en fait avec les parents mhm, protectrices et qu'il y a un mhm, dialogue possible, ce qui n'est pas toujours le cas, mhm, mhm, euh, ça se fait de manière aussi discrète, pudique, peu mhm, d'informations. Et puis il y mhm, a un retournement de la protection où mhm, c'est les femmes ici qui vont euh, ne pas tout dire à leurs parents de comment est la situation ici en Belgique, comment elles vivent, si elles sont en sécurité, si elles sont heureuses, si, s'il y a cette réussite en fait. mhm, Et je vois des femmes qui préservent leurs parents de la réalité vraie. mhm, Je pense que c'est dans le but de pouvoir préserver aussi leur projet qui a été de protéger leur enfant afin de mhm, leur offrir mhm, une vie saine, en fait, une vie en sécurité. Et, et donc, à leur tour, les enfants devenus adultes mhm, protègent l'enfant, les parents, pour mhm, leur éviter un sentiment d'échec. Euh, mhm.
en tant que parent. Oui. Mhm. Ça répond à la question? Ouais. Oui. Vous dites quelque chose? Oui, je voulais un peu rajouter sur le risque qui existe encore toujours pour- Mhm. quand la fille était toujours présente quoi, pour la Mhm. fille et la maman. Mhm. Oui. Mhm. Et selon toi, Fatoumata, qu'est-ce qui peut aussi se jouer pour la fille qui est devenue adulte vis-à-vis de sa mère qui lui a caché toutes ces années, le fait de l'avoir protégée? Est-ce que tu penses que ça va envenimer la relation puisque elle avait déjà acquis ou compris que sa maman peut-être ne l'aimait pas parce qu'elle faisait des choses, elle agissait bizarrement ou elle était trop contrôlante. Mais qu'est-ce qui peut arriver ici quand l'enfant devient adulte et qu'il voit qu'en fait, toutes ces choses que maman avait fait ou la parent protecteur était pour la protéger? Est-ce qu'il y a une tension là entre elle et la mère ou la personne qui a protégé? Oui, bien sûr, parce que après tous ces souvenirs, la fille, elle prend conscience que vraiment euh, tout ce que sa maman, elle faisait, c'était pour une bonne cause, c'était pour la protéger, parce que ses souvenirs reviennent. Mhm, Et pour la personne que j'ai connue, après l'information euh, des médecins qu'elle n'a pas, qu'elle n'a pas su, qu'elle est intacte, je veux dire. mhm, Donc, elle a pris contact avec sa maman, ce qui n'est pas peut-être possible dans tous les cas, je ne sais pas. mhm, Oui, mhm, mais elle a quand même pris contact avec sa maman parce qu'elle se souvenait vraiment que c'est sa maman qui l'accompagnait. Donc, mhm, c'était la personne à qui elle faisait confiance qui était là présente. mhm, Donc, elle a quand même essayé de prendre contact avec sa maman. Et là, la vérité était là parce que sa maman a vraiment dévoilé que, bien sûr, c'est elle qui l'a protégée. Donc, voilà où peut-être où un peu le sentiment de joie commence petit à petit parce que là, directement après qu'elle a été informée par les médecins, je mhm, peux dire, elle n'avait pas confiance à ce que les médecins disaient, même si voilà, ce sont des spécialistes, mais elle n'avait pas confiance. Mais mhm, quand la maman a quand même affirmé que bien sûr c'est elle qui l'a protégée, là, mhm, elle a vraiment eu confiance, oui. Ce que les mhm, médecins ont dit, c'est vrai. mhm, Parce que la personne qui l'a protégée a avoué. Donc, mhm, c'est très important parce que là, ça nous met en confiance. mhm, Voilà. Donc, je voulais revenir un peu en arrière à ce qui concerne euh, la protection continue pour la maman et pour la fille. mhm, Et la maman, elle fait tout son mieux pour que cette protection continue, mais le danger existe toujours parce que la maman, elle a son statut de femme et pour cette femme que j'ai rencontrée, dans son mhm, cas, mhm, son père qui était vivant et qui est décédé, mhm, qui est décédé quand elle avait 19 ans. Et mhm, sa maman s'est remariée. Bon, sa maman a pris quand même un bon temps dans le... qui, comment je vais dire ça, dans le Dans deuil. le deuil, après Oui, le dans le deuil. deuil, oui. Après, qui s'est remarié avec son oncle, Mhm, le petit frère de son père. mhm, Et après, dans ce ménage, il y avait vraiment, c'était quand même toxique. Et finalement, il y avait un mariage forcé qui était, dont la fille s'est retrouvée dedans. Donc, moi, je peux dire, il y avait quand même toujours le risque, même après tous ces efforts que la maman a fait. Et la fille, elle a fui pour ce mariage forcé, mais finalement, après tout, quand elle s'est souvenue de tout ce qui s'est passé, de comment elle était avec sa maman, pendant ce moment de mariage, de mariage forcé, elle se mhm, souvenait que sa maman, la disait, si on ne se revoit plus, c'est pas grave. Et mhm, vraiment, elle se rappelle que
sa maman l'a pas seulement protégée, peut-être. Elle n'a pas pu la protéger du mariage forcé, bien sûr, même si elle était. Mhm. Mais elle voyait vraiment que les paroles de sa maman, ce n'était juste pas pour la protéger du mariage forcé, mais c'était Mhm. aussi pour l'excision. Parce Mhm. que elle l'incitait à partir, même si elle Mhm. n'a directement pas dit tu peux partir, Mhm. parce qu'elle ne sait pas quand même c'est tout ce qui peut arriver à sa fille quand elle quitte le foyer. Mhm. Mais quand même, l'idée était là. Mhm. Et cette femme aujourd'hui, après Mhm. tous ses souvenirs, comprend que elle a quand même été protégée par sa mère, pas seulement du mariage forcé, mais aussi de l'excision. Et le Mhm. danger était continu, parce qu'en cas de mariage forcé, euh, Mhm. euh, c'était possible, bien possible que tout cela soit découvert et que l'impossible soit. Mhm. Ouais. Voilà, Ouais. Donc, c'est ainsi, pour ainsi dire que le risque reste toujours valable tant que Exact- les familles ne sont pas déconstruites sur l'idée de l'excision. exactement. Et j'ai envie de te poser une question encore, Fatoumata, c'est selon toi, cette femme, ou en tout cas une femme qui est concernée, est-ce qu'il y aurait une tension entre de dire je ne suis pas une femme excisée ou on m'a dit que je n'étais pas excisée? Tu vois, cette nuance entre ces deux phrases. Je ne suis pas excisée ou on m'a dit je ne suis pas excisée. Euh, comme je l'ai dit, vraiment, quand on apprend cette nouvelle, ça prend du temps Mhm. pour se guérir, pour se remettre à tout ça. Ça prend vraiment du temps. Mais Mhm. après la nouvelle, ce qu'on peut dire, par exemple, si on doit le transmettre à quelqu'un, Mhm. on peut le dire, on m'a dit que je ne suis pas excisée. Mais on ne dira jamais, je ne suis pas excisée. Mhm. Parce que cette femme, elle pense qu'elle a subi l'excision. Mhm. Et vraiment, elle peut pas, c'est impossible qu'elle se remette directement et dire oui, je ne suis pas excisée. Ça, c'est comme un sentiment de joie et ça ne vient pas directement. Donc, elle dit Mhm. toujours, on m'a dit que je ne suis pas excisée. Et peut-être Est-ce que... avec le temps, peut-être ça viendra qu'elle utilise ce mot, je ne suis pas excisée. Super. Merci beaucoup, Fatoumata. Alors, Annalisa, toi, pour toi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport au langage qui sera utilisé, que ce soit par la femme concernée ou par les professionnels? Oui, moi je me suis posé la question moi-même de savoir quel mot je devais utiliser quand je parlais avec ces femmes concernées. Et vous m'avez entendu dire le mot intact. Mhm. Ici, là, maintenant, dans cette présentation, c'est Mhm. pas le mot que j'ai entendu de la bouche des personnes concernées, c'est plutôt Mhm. ce que Fatoumata vient de dire. Mhm. Euh, donc, en tant que professionnel, c'est intéressant d'écouter les premiers mots qui sortent de la bouche des personnes concernées pour pouvoir réutiliser ces mots-là. C'est un peu comme quand on aborde la question de l'excision avec quelqu'un qui est concerné. Mhm. La parole excision, mutilation, ça ne parle souvent pas. Il faut voir Mhm. quels sont les mots qui sont utilisés pour pouvoir les reprendre et les rencontrer ainsi Mhm. de manière plus facile. Euh, et alors, j'ai envie de dire aussi aux personnes concernées, euh, de pouvoir dire aux professionnels, ce mot-là ne correspond pas vraiment, de se mettre d'accord et de donner des Mhm. indications. Parce que Mhm. autant pour certains professionnels, travailler avec des personnes qui sont concernées par l'excision, c'est nouveau et certains professionnels n'ont pas les outils. Autant Mhm. travailler avec quelqu'un qu'on pensait qui avait été excisé et qui ne l'est pas, c'est encore plus, je pense que c'est encore plus complexe. Je vous fais part de mon expérience à moi, en fait, en disant ça. Mhm. Le langage, il n'est pas neutre. Le langage, il ne décrit pas seulement. Le langage, il est subjectif. Mhm. Il il permet de nous projeter dans certains états, en fait. Dire Mhm. je suis intact, est-ce que ça veut dire je me vis comme une personne qui a un corps intact? Donc dire je ne suis pas excisée, est-ce que ça veut dire je me vis comme une personne?
qui n'est pas excisé. Je vois vraiment entre ces deux états le fait de, même trois, Mhm. penser être excisé, découvrir qu'on n'est pas excisé et peut-être un jour dire je suis intact Mhm. ou j'affirme ne pas avoir été excisé tel que je le pensais ou tel que les gens Mhm. l'imaginent. J'y vois un monde des possibles en fait, c'est tout le chemin. Que la personne doit parcourir pour pouvoir reconstruire euh, Mhm. son idée de soi, en fait, Mhm. pouvoir aller vers l'affirmation de soi. Parce que le langage, il n'est pas neutre, il renforce des représentations, il crée des ressentis, Mhm. euh, il indique des choses de Mhm. sorte à ce que les femmes qui découvrent ne pas avoir été excisées, en fait, elle a dit Fatoumata, elles ont senti les conséquences de l'excision quand même. Mhm. Peut-être qu'on en Mhm. parlera après. Mhm. Euh, Mhm. d'où l'image du chemin à parcourir. Moi, je Mhm. vois comme une espèce de quête, Mhm. le chemin comme une quête, une conquête, une reconquête de soi. Et dans ce chemin-là, euh, Mhm. il n'y a pas tout le temps la joie, comme on l'a bien dit. Il y a beaucoup Mhm. d'hésitation. Mhm. Euh, il y a beaucoup d'allers et revenus, Mhm. d'allers-retours. Mhm. Il y a du déni, Mhm. les émotions qu'on a déjà citées. Il y a de la résistance Mhm. aussi, de l'évitement. Et tout ça, tout ça, c'est normal. Tout ça, c'est OK. Et Mhm. dernière chose, les femmes que j'ai accompagnées, elles ont pu entrer en contact avec les Mhm. personnes qui étaient détentrices de l'information, Mhm. mais c'est pas tout le temps possible. Et Mhm. il faut se questionner quand c'est pas possible. Ben, peut-être que la personne qui a protégé, elle est plus là. Mhm. Peut-être qu'elle est morte. Mhm. Peut-être qu'il n'y a plus de contact avec cette personne ou qu'on s'est embrouillé avec cette personne pour d'autres raisons ou que le Mhm. réseau ne passe pas. Enfin, je pense que euh, le meilleur des scénarios, il y a pas de Mhm. meilleur, il n'y a pas de moins bon, mais un bon scénario est celui où, quand la personne concernée le souhaite, peut entrer en contact Mhm. avec la personne qui détient le secret. Et Mhm. ce n'est pas toujours le cas. Et quand ce n'est pas le cas, euh, Mhm. il faut le considérer dans l'accompagnement. Il y a des questions Mhm. qui resteront un mystère, en fait, et qu'il faut se Mhm. construire à partir de là. Mhm. Merci beaucoup, Annalisa. Euh, donc, merci, Annalisa. Donc, Fatmata, est-ce que tu me dirais qu'une personne protégée avec de tels stages, il dirait qu'on lui a menti ou juste protégée? Tu Parce que disais tout à quoi? l'heure, Oui, vas-y. d'accord. Parce que tout à l'heure, tu parlais de ça, que tu disais que c'était pas un mensonge, mais plutôt c'est une protection. Donc, Oui, c'est bien pour sûr. ça que je voulais rebondir là-dessus et peut-être demander à Annalisa comment on pourrait nommer ça, le fait de n'avoir rien dit ou d'avoir masqué la vérité, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est pas facile de dire que c'est un mensonge. Fatmata dit déjà, elle, pour elle, avec la situation qu'elle connaît, c'est pas un mensonge. Oui. Euh, Peut-être que le mot mensonge, c'est un mot que j'ai entendu des, Mhm. des, des personnes concernées. Mhm. Et que peut-être que la réflexion amène à, comme a dit Fatoumata, se détacher de ce mot Mhm. mensonge. En tout cas, Mhm. toujours du point de vue professionnel, être Mhm. attentif aux mots qui sont utilisés Mhm. et les utiliser ou même parfois oser les questionner. Euh, Mhm. je ne sais pas quel est le meilleur mot à utiliser. Mhm. Euh, je pense quand même que quand un parent, quand une mère euh, met en scène, Mhm. performe cette Mhm. protection jusqu'à Mhm. à pas d'âge, Mhm. euh, peut-être que c'est inconscient, mais les parents ne le, enfin, cachent
on va dire, la vérité à l'enfant, font croire à l'enfant que l'enfant est excisé, Mhm. pas Mhm. seulement dans le but, euh, parce qu'on pense que l'enfant va parler, parce que l'enfant ne sait pas tenir sa langue, parce que, Mhm. pour ces questions-là. Je pense qu'il y a un objectif inconscient qui est Mhm. celui de dire je ne veux pas je veux qu'elle reste insouciante. Je ne veux pas Mhm. partager avec cet enfant, avec mon enfant, le poids de la responsabilité du fait qu'elle est intacte ou qu'elle a été excisée, mais par percement ou que sais-je. Mhm. C'est mon Mhm. rôle de parent d'emporter la responsabilité. Et donc, j'omets la vérité, Mhm. enfin, vous utilisez le mot que vous voulez, parce que c'est mon rôle de parent. C'est toujours dans cette idée de continuité de protection, en fait, hein. C'est mon Mhm. rôle de parent de la Mhm. protéger. Je la protège aussi, en fait, au niveau psychologique. Parce qu'à partir du moment où il y a le dévoilement, bah, le secret, Mhm. il est partagé Mhm. avec la Mhm. personne concernée Oui. et le risque, il est conscient auprès de la personne Mhm. concernée, qu'elle soit Mhm. ici ou qu'elle soit là-bas. Mhm. Et Mhm. ça a un impact identitaire, en fait, Mhm. enfin, de remise en question identitaire. Et donc, Mhm. quand on ne dit pas tout à l'enfant, on ne le Mhm. rend pas complice. Et Mhm. le parent, en fait, il va endosser toute la responsabilité parce que si la mère, si Mhm. la non-excision est dévoilée, ben, en fait, Mhm. les premières personnes qui vont être montrées du doigt, Mhm. ben, c'est les parents proches, en fait. Mhm. Souvent la mère qui va être... Et donc, le risque, il est d'une excision pour l'enfant slash adulte, mais Mhm. les répercussions possibles sur les parents également. Mhm. Euh, ce qui, euh, ce qui, quand même, ne protège pas de l'éventuel impact. Mhm. Voilà, comme on a déjà pu le dire, Mhm. différentes formes. Mhm. Super. Merci beaucoup, Annalisa. Je reviens vers toi, Fatmata. Euh, Est-ce que tu penses que la personne qui suit un accompagnement thérapeutique peut s'autoriser à être la personne qu'elle devrait être, hein, une personne qui n'a pas subi une excision? Est-ce qu'à un moment donné, si elle a cet accompagnement, peut se permettre de se dire que je ne suis pas excisée? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Les personnes concernées, selon moi, ont vraiment besoin d'un accompagnement Mhm. thérapeutique. Et pour cette femme que j'ai connue, Mhm. l'accompagnement l'a déjà été proposé directement à La l'hôpital où personne. elle a été examinée, oui. Mhm. Donc, je voulais souligner une petite partie aussi parce que cette femme, elle a Mhm. été examinée 3 fois, je pense, ce qu'elle Mhm. dit. Elle a été examinée pour une première fois où elle a dit qu'elle est vraiment intacte, qu'elle n'a vraiment pas subi d'excision, ce Mhm. qui était bouleversant. Mhm. Et quand même, elle se remettait en question, tout ça. Mhm. Et Mhm. un accompagnement psychologique là, il était déjà proposé là-bas. Et là, Mhm. elle avait déjà un suivi. Mhm. Et, et ça a été... donc, elle a directement mis ça de l'avant. Et Mhm. c'était son souci. Donc, elle a continué son accompagnement. Mhm. Et elle a eu un deuxième examen, vraiment Mhm. où elle a été examinée aussi. Elle a vraiment, les médecins ont eu le temps de prendre un peu de temps avec elle. Elle a pu expliquer vraiment son parcours, comment elle a subi l'excision, comment ça Mhm. s'est passé. Et à travers ça, les médecins vraiment ont eu conscience que elle a subi une excision qui n'est pas l'excision, mais faire semblant d'exciser, quoi. Mhm. Donc, elle m'a dit aussi que quand elle était enceinte, elle a quand même demandé, un jour, elle était partie pour son rendez-vous chez la sage-femme. Elle a Mhm. demandé à la sage-femme, est-ce qu'elle peut vraiment voir si elle a été excisée ou pas? La Mhm. sage-femme a regardé, mais après, elle a dit, ah, moi, je ne suis pas professionnelle pour vraiment te dire que Mhm. tu as tel type et tel type, mais je peux te dire quand même de faire confiance au médecin. Et Mhm.
ça prouvait que ce que les médecins ont dit est vrai. Mhm. Parce que s'il y avait quand même un changement, peut-être qu'elle pouvait la conseiller autrement, tout ça. Donc, la vérité était quand même là, même si c'était difficile d'accepter tout ça. Mhm. Et avec un accompagnement psychologique, cette femme, elle a su se remettre petit à petit. Vraiment, elle a fait euh, tout ce processus avec la psychologue, le fait de contacter sa maman, de trouver la vérité, tout ça. Mhm. Donc, c'était grâce à l'accompagnement psychologique qui sont passés par tous ces processus. Et Mhm. petit à petit, elle s'est remise petit à petit et elle est encore en train de se remettre, de Mhm. s'accepter comment elle est. Mais Mhm. il y a vraiment eu un grand changement Mhm. comme elle avait pris la chose au moment du dévoilement et maintenant, il y a vraiment un grand changement. Mhm. Et au fond d'elle, je peux dire, Mhm. elle accepte qu'elle est vraiment une femme intacte. Mhm. Est-ce que la différence aujourd'hui, c'est qu'elle n'arrive vraiment pas Mhm. peut-être à dévoiler aux autres, Mhm. que ce soit de sa communauté ou de d'autres communautés, pour dire vraiment, moi Mhm. j'ai été protégée de l'excision ou moi je ne suis pas excisée. Mhm. Mais au fond d'elle, je pense qu'elle est en train de se remettre petit à petit et elle accepte vraiment que voilà, Mhm. elle est une femme intacte et c'est vrai, Mhm. et elle doit le croire, quoi. Mhm. Donc, c'est ça. Ouais. Mais ce que tu rapportes tout ça là, ça montre aussi quelque part, comme tu dis, hein, je peux m'imaginer que physiquement, peut-être qu'elle n'a pas été touchée ou tout légèrement touchée, mais mentalement, cet enfant grandit avec avoir subi une excision mentale. Hein? Exactement. Et Voilà. ça part pas comme Mm. ça. Et de fait de se remettre aussi, c'est pas venu comme ça. Mhm. C'est grâce à son accompagnement psychologique, vraiment. Voilà, elle l'a carrément dit. Donc, c'est grâce à ça qu'elle s'est remise aujourd'hui, qu'elle accepte comment elle est. Mhm. Et c'est ça, c'est important. Et peut-être ça sera un conseil pour d'autres personnes qui peuvent rencontrer ces personnes, qui peuvent Mhm. vraiment leur conseiller. Vraiment, c'est important qu'ils ont un accompagnement pour bien se remettre, pour bien s'accepter Mhm. telles qu'elles sont. Merci Fatmata pour ton témoignage. Analyse alors comment, selon toi, on pourrait sortir de cet état de fait psychologique. Hein. Donc, j'ai pas subi physiquement, mais mentalement, j'ai subi. Donc, et toutes ces idées reçues qui peuvent tourner autour. Comment on peut faire face à ça? Euh, je ne sais pas si on peut dire idée reçue, mais le mot croyance, Mhm. euh, je pense, nous indique un petit peu mieux ce qui se passe en fait. Mhm. Euh, Parce que, on l'a dit plusieurs fois, Mhm. les femmes qui pensaient avoir été excisées, elles, Mhm. elles ont témoigné des faits de Mhm. l'excision. Mhm. Alors que techniquement, euh, bah, c'était pas l'excision telle qu'on la connaît. Comme si, comme tu dis, une excision psychique, hein, Mhm. comme si ce qui a été dit par Mhm. euh, l'exciseuse, la mère, l'entourage, tout ce qui a été dit, je disais les mots sont pas neutres, a été pris par l'enfant et puis la jeune adulte et puis l'adulte bien mis à l'intérieur et dit, ok, c'est comme ça que je dois être, alors c'est Mhm. comme ça que je serai. Euh, Mhm. Au risque de s'identifier, l'excision n'amène pas systématiquement des conséquences hein, sur la santé globale. Je Mhm. tiens à le préciser, mais les femmes, en tout cas Mhm. que j'ai rencontrées, s'identifiaient à ce qu'elles avaient entendu à propos des conséquences éventuelles
sur la santé. Euh, Mhm. Comment est-ce que ça s'explique? Mhm. C'est, comment ça s'explique que, en tant que femme qui n'a pas été excisée, elle puisse Mhm. ressentir les conséquences possibles de l'excision? Je vais Mhm. donner un autre exemple qui vraiment n'a rien à voir avec le contexte. Mhm. Prenons la croyance, je suis nulle en maths. Je suis nulle en Mhm. mathématiques. Voilà, moi je suis nulle en maths. Et donc, si je pense que je suis nulle en maths, ce que je risque de faire, c'est d'avoir pas très confiance en moi au moment de devoir étudier les mathématiques, au moment de devoir passer mon examen. Je vais peut-être me Mhm. préparer moins, en tout cas avec moins de précision. C'est des généralités pour expliquer certains faits. Mhm. Et au final, peut-être ne pas réussir convenablement l'examen ou même le rater. Mhm. Et prenons un autre exemple, un prof qui pense que vous êtes nul, vous êtes doué en maths, on va dire cet exemple-là, vous êtes doué en maths. Le premier exemple, c'est la personne elle-même. Le deuxième exemple, c'est quelqu'un d'externe. La personne Mhm. va penser que vous êtes doué en maths. Ben, peut-être que le prof va mieux vous préparer ou va vous poser plus de questions. En tout cas, elle va projeter en vous le fait que Mhm. vous soyez doué en maths et que vous puissiez réussir en mathématiques et l'examen de maths. Tout ça pour dire que les croyances qu'on a sur nous-mêmes ou qui sont véhiculées par des personnes externes, elles ont un impact. Je suis sûre que vous êtes reconnu quelque part dans cet exemple que je Mhm. les mots qu'on dit aux personnes, les Mhm. croyances que l'on soutient, elles ont une influence sur les personnes, elles ont une influence sur les comportements. Ce qu'on Mhm. peut, on parle en termes psy de prophétie autoréalisatrice. Mhm. Euh, enfin, très résumé, tu es excisé, tu vas ressentir les conséquences. Euh, et ça, c'est renforcé par les croyances de tout l'entourage et tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, le Mhm. langage de la mère, les petits mots de la mère, le comportement de toutes les personnes qui vivent autour de l'enfant. Mhm. Alors, comment sortir de ça? Fatoumata l'a dit, l'a déjà dit en fait. Euh, je pense que le premier pas, c'est Mhm. de, je sais pas, c'est ce que tu as dit, je pense, oser, oser y croire. Ouais. Mhm. Ou peut-être quand tu l'as dit, j'ai pensé à ça. Le premier pas, c'est de oser croire que ce qu'on nous dit, ce que les Mhm. médecins ont dit, Mhm. c'est potentiellement vrai. Et puis Fatoumata, elle a dit que cette personne a été vérifiée auprès de la mère. Et c'est Mhm. seulement à ce moment-là qu'elle a validé, en fait, Ouais. son Mhm. état physique. Ce que disent les médecins, euh, ça a mis sur la piste, mais c'est pas ce qui a été euh, Les allez, éléments. impactant. Ouais. Mhm. Après 3 examens, Ouais, Ouais, bah ouais. oui. Même après autant c'est de grave. présence des médecins. Ouais. Mhm. Ben oui, donc on voit bien que le poids des paroles et surtout ce qu'on a appris, comment on a été socialisé et donc sortir de ça, c'est pas brusquement, mais il faut du temps. Il faut laisser le temps au temps, comme on le dit, Mm. et que c'est petit à petit, comme Fatmata le dit, hein, que l'oiseau fait son nid. Mais j'ai envie de te poser la question à la Fatmata. Avec tout ce qu'elle nous a dit ici, selon toi, cette amie ou cette personne que tu connais, comment ce processus passe avec ces tensions identitaires? Oui, mais moi, j'ai croyé que j'avais subi. Donc maintenant, là, non, j'ai pas subi parce qu'on me le dit, j'ai vérifié avec la maman, c'est pas ça. Comment tu peux analyser tout ce que Annalisa nous a rapporté par rapport aux tensions identitaires? Tu peux reprendre un peu ta question, s'il te plaît? Comment? Reprends ta question, s'il te plaît. Ah, je disais que Annalisa vient de nous partager ici, enfin, toutes ces tensions qui peuvent avoir la personne parce que il y a cette croyance que ben moi j'ai vécu ces expériences, j'ai eu les odeurs du sang, j'ai vu le sang et maintenant on me dit non, c'est pas ça.
et qu'elle explique que ça prend du temps. Est-ce que tu vois ça auprès de ton ami ou de la personne qui t'a confié ça? Est-ce que tu vois ce changement, ces tensions au départ qui changent petit à petit et que, elle est sur une voie de guérison? Oui, oui, bien sûr. Elle est vraiment sur une voie de guérison. Mhm, D'après tout ce qu'elle m'a raconté, du début à la fin, je comprends qu'elle mhm, est vraiment sur une voie de guérison. mhm, Euh, En tout cas, après avoir pris contact avec sa maman, qui l'a vraiment confirmé le fait mhm, qu'elle a été protégée, et mhm, même voilà, la mise en confiance, donc avec le suivi thérapeutique, donc elle s'est vraiment bien remise mhm, et elle s'accepte telle qu'elle est, mhm, même si elle n'arrive pas à le dévoiler publiquement ou mhm, parce que c'est quand même quelque chose. Elle est issue elle vient d'une communauté où l'excision est une obligation, donc mhm, elle a passé toute sa vie dans ça, elle y croit, elle y mhm, croyait, même si elle y croit plus, elle y croyait, donc tout comme les autres femmes qui croient aussi, qui sont issues de cette communauté. mhm, Mais voilà, personnellement, elle, psychologiquement, elle se remet petit à petit, ça finit pas, parce qu'elle mhm, elle se pose toujours des questions. mhm, Et voilà. Et c'est tout à fait normal, parce que c'est comme si elle se sentait seule parmi 100 femmes. Et, mhm, et donc, ça va quand même, il y a un grand changement du mhm. début jusqu'à là maintenant, il y a un très grand changement. Et petit à petit, je pense que ça va aller encore. Est-ce Ouais. que tu penses pour une telle femme, elle se sentirait à l'aise ou assez confortable dans un groupe ou un groupe de parole, par exemple, mais des femmes qui ont déjà subi une excision? Tu penses qu'elle trouverait sa place? Est-ce qu'elle a sa place là ou est-ce qu'il faut la mettre dans un contexte où que des personnes qui ont vécu la même situation qu'elle? Alors, je ne sais pas ce qu'elle peut penser, si c'est elle qui va bien se sentir parmi les femmes qui sont déjà excisées, mais Mhm, euh, tout dépendra peut-être de l'accueil. Par mhm, exemple, si elle dévoile publiquement euh, elle dévoile publiquement parmi les femmes qui ont déjà subi l'excision et qu'elles mhm, disent, oui, moi, c'est comme ça s'est passé, j'ai été protégée, comme ça. mhm, Tout dépendra peut-être de l'accueil de ces femmes mhm, et est-ce que ces femmes vont l'accepter telle qu'elle est? Et je ne sais vraiment pas si c'est possible qu'elle ait le courage d'être parmi les femmes excisées ou pas. Maintenant, je ne sais pas. Peut-être, c'est ce que j'ai dit, elle ne s'est pas remise totalement parce que mhm, psychologiquement, il faut du temps encore. Physiquement, mhm, ça va, elle est intacte, mais voilà. Psychologiquement, il faut du temps pour elle, tout ça. mhm. Voilà. Merci, merci Fatoumata. Nous arrivons vers la conclusion tout doucement. Je me tourne à nouveau vers toi, Annalisa. Que retenir de tout ça, de la découverte, de la sécurité, des mamans ou des parents protecteurs et mamans protectrices? Moi, j'ai envie de dire quelque chose au sujet justement de les lieux de sécurité. En tout cas, si les personnes concernées peuvent se sentir à l'aise. Mhm, Je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir en tant que professionnel parce que moi, je me suis mhm, posé la question aussi. Euh, je suis arrivée à la conclusion de dire qu'en fait, au sein du GAMS, nous n'avions pas de lieu de sécurité pour mhm, ces femmes concernées. mhm, Parce qu'elles, en tout cas, elles n'étaient pas à l'étape que toi tu décris. Mm. Et donc, au début du chemin, du mhm, cheminement, euh, mhm, elles avaient peur. Elles avaient peur que ça se voit, mhm, que les autres le sachent sans même qu'elles ne doivent le dire. Et donc, mhm, nous n'avions pas d'activité qui pouvait les mhm, permettre de mhm, participer à un groupe en toute sécurité.
Mhm. On en a parlé en équipe et ce qu'on avait convenu de faire, qu'est-ce qu'on Mhm. a fait, c'est déjà de chercher parmi les personnes que l'on accompagne d'autres personnes concernées. Mhm. Parce que moi, à ce moment-là, ben, je n'en connaissais pas. Mhm. Les personnes que j'avais accompagnées, ben, c'était il y a Mhm. plus longtemps. Mhm. Et de vérifier individuellement si elle voulait être mise en contact avec une personne qui, comme Mhm. elle, avait découvert ne pas avoir été excisée à l'âge adulte. À ce moment-là, Mhm. ayant accepté toutes les deux, ben, ça a été quelque chose d'intime qui leur concernait. Elles ont eu Mhm. leur contact, on a partagé Mhm. les contacts et Mhm. elles se sont entendues pendant tout un temps. Euh, Mhm. mais donc, un point d'attention, c'est de se demander si ces Mhm. femmes-là seraient à l'aise dans les activités déjà présentes dans l'association. Et si pas, pourquoi on a fait cette démarche de chercher l'individuel? C'est que elle s'est posé la question, mais enfin, vous avez bien entendu aujourd'hui, hein, Mhm. l'incrédulité. Est-ce que c'est bien Mhm. vrai que en tant Mhm. qu'adulte, je suis Mhm. encore intacte, je n'ai pas été excisée? Et est-ce qu'il y en Mhm. a d'autres qui, Mhm. comme moi, Mhm. euh, et donc pour les personnes concernées, j'ai envie de dire, euh, vous n'êtes pas seul. Mhm. Il y en a d'autres. Et Mhm. si vous avez besoin justement de ne pas vous Mhm. sentir seul, Mhm. appelez un professionnel qui puisse réfléchir avec vous Mhm. comment trouver un safe place en groupe ou one-to-one pour vous sentir, pour aller chercher, en fait, tout le monde a besoin de figures d'identification qui, Oui. comme moi, a vécu Mhm. ça. C'est c'est un point d'attention. Oui. Ce que j'aurais aussi envie de dire, c'est Mhm. que le moment de la découverte de la non-excision, vous l'avez compris, c'est un grand moment de doute pour la personne. Mhm. Il peut même remettre en question les souvenirs de l'excision. Mais on me dit que j'ai pas été excisée, mais moi je me souviens bien. Il y avait l'exciseuse, il y avait tel pagne, ça a été fait dans telle circonstance. Donc, est-ce que je dois faire confiance en mes souvenirs? Déjà Mhm. que elles, euh, si certaines ont développé des conséquences de l'excision et découvrent Mhm. qu'elles n'ont pas été excisées, ça remet aussi en question leur propre confiance Mhm. dans leur propre ressenti et capacité à ressentir leur corps. Mhm. Et donc, en tant que personne concernée, j'ai envie de vous dire, de ce que j'ai entendu, faites-vous confiance s'il y a eu un Mhm. souvenir, c'est qu'il y a eu une mise en scène de l'excision. Le Mhm. professionnel, la professionnelle, elle peut constater physiquement, mais en fait, elle ne peut pas s'imaginer ce dont Mhm. vous étiez. Et s'il y Mhm. a eu un ressenti d'excision, parce qu'il y a eu une mise en scène d'excision, Mhm. il faut valider ça. Mhm. C'est vrai pour la personne, Mhm. c'est bien réel. Et Mhm. peut-être le dernier point, ce sujet des mères. Mhm. Quand moi j'écrivais quelques notes pour aujourd'hui, je Mhm. vous parlais de la protection continue Mhm. des mères veilleuses. Mhm. Mhm. Et j'ai envie de dire, enfin, moi j'étais très touchée par celles que je rencontre pas, par ces Mhm. mères protectrices. Mm. Et, euh, et j'ai soutenu quand je le pouvais euh, Mhm. la valorisation de ces personnes-là Mhm. aux yeux des personnes protégées, aux yeux de leurs filles. Mhm. Mhm. À célébrer en fait ces personnes-là qui sont Mhm. des héroïnes dans l'ombre, Mhm. Mhm. dans l'ombre complète. Ouais. Euh, et alors, j'ai vu que dans le cas où ces mères étaient encore accessibles, étaient encore en vie, entrer Mhm. en contact pour pouvoir euh, comprendre, poser des questions, euh, lever le secret, Mhm. discuter de ce qui s'est passé était souvent important dans le cheminement des Mhm. personnes. Merci beaucoup. On a Florence de Fédésil qui nous partage qu'ils ont eu une femme dans ce cas de figure, mais elle a participé au groupe
au groupe dans les ateliers, mais en disant qu'elle a subi une excision parce qu'elle voulait partir du groupe, je pense. Parce que c'est ça aussi, hein, comment me sentir, est-ce que j'ai ma place? Ben, c'est le choix que cette femme a fait. Et que c'est en arrivant, comme la dame que Fatmata explique, que c'est en arrivant en Belgique qu'elle s'est rendue compte qu'elle a été protégée. Donc, je voulais vous partager ça avant de continuer pour dire que Fatmata, tu peux dire à cette personne, voilà, comme Annalisa l'a dit, elle n'est pas seule. Il y a des personnes euh, qui vivent aussi ces situations-là. Peut-être que c'est l'occasion de les mettre, de voir comment on pourrait les mettre en lien pour que ces personnes se soutiennent. Je ne sais pas si je t'ai coupé, Annalisa, quand tu parlais ou si tu avais fini. J'avais fini, mais j'ai encore une idée à dire. Je ne sais pas si on a Oui. fini ou Vas-y. si... Non, non, Ah, on a cette encore question. 2, 3 petites minutes avant de laisser la parole au public. Je peux... Oui, tu Moi, ce que peux. j'avais aussi envie de dire, c'est que euh, il y a quelque chose à dire en termes de empowerment, en Mhm, termes de... mhm, euh, c'est quand même reprendre du pouvoir sur soi, reprendre du pouvoir sur son corps. Il y a des dames, il y a une dame en particulier qui m'a dit, après toutes les étapes de mhm, mhm, déni, sentiment ambivalent, tout ça, mhm, c'est un sentiment de libération, je mhm, ressens, dans le sens où elle se libérait comme s'il y avait un statut, un état, femme excisée. C'est des mots que je mets rarement ensemble, hein. Je dis souvent femme concernée par l'excision, mais en réfléchissant au contexte d'aujourd'hui, c'est pas assez précis en fait de dire ça. Donc je me permets de dire femme excisée qui a vécu une excision. Donc je me libère de toutes les injonctions, de toutes les attentes qu'on a au sujet des femmes qui ont subi une excision. Je me libère de ce truc et j'ose maintenant euh, ressentir mon corps tel qu'il est aujourd'hui, alors qu'il a toujours été comme ça, mais moi, je l'ai mhm, investi autrement. Je me libère. Je me libère de ça. Je me donne la permission, je m'auto-permets mhm, de m'en mhm, libérer. mhm, Et alors, elle disait aussi, et je m'en sens toute puissante. mhm, Je me sens puissante. mhm, Et je trouve ça, sur le chemin de l'affirmation de soi, extrêmement beau, en fait, parce que ça vient toucher à mhm, l'émancipation de la personne. À mhm, partir du moment où il y a eu ce sentiment de libération et de mhm, puissance, en fait, mhm, ça va au-delà même de la quête de mhm, soi. C'est la mhm, remise en question de mais pourquoi fait-on ça aux femmes? Mais pas mhm, seulement l'excision, en fait. mhm, mhm, C'est pas seulement un changement de statut personnel, mais c'est mhm, vraiment aussi un renversement social. Je mhm, retrouve du pouvoir mhm, et j'ose remettre en question les choses telles qu'elles se font mhm, de là où je viens. mhm, Et avoir en fait un regard mhm, féministe. Vraiment se mhm, poser des questions sur mhm, le système de pouvoir, de domination, la place des mhm, femmes. Euh, et ça, je trouve ça donc sans aucune intervention de ma part, mhm, alors que nous avons quand même une approche qu'on a envie de dire féministe, même au niveau mhm, thérapeutique. mhm, C'est quelque chose que j'ai pu voir euh, mhm, naturellement venir dans mhm. la quête de soi. Merci Annalisa pour ces messages ainsi que tout ce que tu nous apportes aujourd'hui avec notre sujet de cet après-midi vraiment riche. Pour finir, je termine avec toi Fatmata. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui vit ces situations que nous avons discutées aujourd'hui? Quels seront les points d'attention pour elle? Alors, moi, en tant que femme, je conseillerais à ces personnes concernées Mhm, qui,
de, de s'accepter telles qu'elles sont. Je peux pas dire c'est une chance pour eux, sinon je vais Mhm. toucher les femmes qui n'ont pas eu cette chance. Mhm. Mais c'est quand même, en tout cas, ça a été un réel combat de la part des parents protecteurs. Mhm. Ça dépend dans quelles circonstances elles sont. Comme tu l'as bien dit, qu'elles sont nombreuses peut-être. Moi, je n'ai Mhm. rencontré qu'une seule Mhm. personne. Mhm. Donc, de s'accepter telles qu'elles sont, Mhm. euh, avec la personne que j'ai rencontrée qui pensait à toutes les conséquences de l'excision, malgré Mhm. qu'elle a été protégée, mais elle pensait se voir dans toutes ces conséquences. Si elle l'avait pas su, très tôt par exemple, si elle n'avait pas su qu'elle est, qu'elle a été protégée, je pense que son corps allait réagir à tout ça peut-être et que c'est pas réel, quoi. Donc, je conseillerais à ces femmes de s'accepter telles qu'elles sont. Mhm. Euh, peut-être, voilà, on peut dire les conséquences de l'excision, peut-être les règles douloureuses Mhm. et, euh, des, des, des règles douloureuses, Mhm. de la douleur pendant les rapports intimes. Mhm. Et Ah. je peux pas dire que ça arrive, c'est pas des effets de l'excision, je peux dire, ça peut arriver même à des femmes non excisées. Mhm. Donc, il faut que ces femmes se sentent telles qu'elles sont. Elles Mhm. peuvent avoir des douleurs pendant les rapports sexuels, Mhm. ça dépend dans quel contexte elles se trouvent. Mhm. Si elles ne sont pas avec le bon partenaire, c'est possible qu'elles ont des rapports douloureux. Mhm. Donc, elles peuvent avoir des règles douloureuses, c'est tout à fait normal en tant que femme. Donc, qu'elles s'attendent à ça et qu'elles acceptent telles qu'elles sont et que vraiment elles valorisent le fait qu'elles soient protégées par leurs parents. Donc, Mhm. c'est ce conseil que je peux donner à ces femmes, de se sentir à l'aise, de se Mhm. sentir de promouvoir aussi, ou peut-être, oui, donner des conseils à d'autres femmes de la manière dont elles ont été protégées. Peut-être ça peut aider d'autres personnes. Mhm. Et petit à petit, ça peut promouvoir la protection des jeunes filles. Donc, c'est Mhm. très important de ne Merci pas beaucoup. rester un peu, de ne pas rester dans leur coin, dire oui, je vais garder ça pour moi seule. Mhm. Les mères ont été, ou les parents ont été très forts et si c'est possible, c'est bien de partager ce message pour d'autres personnes. Merci beaucoup, Fatmata, de tout ce que tu soulignes De là et de rien. tout ce que tu as intervenu, de tout ce que tu nous as partagé. Il ne nous reste que 20 minutes. J'ai envie de laisser la parole au public. Mais comme tu l'as dit, hein, donc on peut avoir certaines conséquences, certaines douleurs qui peuvent être liées à d'autres choses que l'excision et que certaines femmes aussi ont des problèmes de règles douloureuses, même si c'est pas quelque chose qui devrait être normal, mais c'est des choses qui arrivent. Merci pour tout ce que tu nous as rapporté, ces témoignages. Je laisse la parole maintenant à notre auditoire et pour poser vos questions, vos commentaires par rapport à ces deux riches échanges. La parole est à vous. Vous pouvez lever la main dans le chat. S'il y a quelqu'un qui a envie de faire un commentaire ou de poser une question. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'il souhaite poser une question. Oui, messieurs Akarim, on vous écoute. Vous avez votre micro fermé ou alors vous posez votre question dans le chat, c'est comme vous voulez.
Bonjour, Bonjour. bonjour, Fatmata. Également, bonjour, Madame Annalisa. Je Bonjour. suis, Bonjour, je suis Karine. Cécilia Karim. Mhm, Je souhaiterais poser une question à Madame Fatmata et Madame Annalisa. mhm. Euh, Comment un parent qui a su protéger sa fille de l'accident de la manière dont vous avez décrit peut la dire à la fille en toute sécurité sans pour autant l'impacter émotionnellement? Un parent qui a fait savoir à sa fille qu'elle est excusée, tandis Mhm, qu'elle ne l'est pas, comment mhm, arriver à ça? Parce que la fille pourrait prendre cette nouvelle de façon offensante ou bien de façon à l'honorer. Ça dépend de tout un chacun. Comment dans mhm. l'avenir, elle pourra dire à cette fille, écoute, en réalité, tu n'as pas été excisé, vu que personnellement, je t'ai contre l'excision, je t'ai protégé, sans pour autant l'impacter émotionnellement. Ok. On a bien compris la formulation de la question. Est-ce que Fatmata et Annalisa, l'une d'entre vous peut répondre à Monsieur Hakim? Donc, si j'ai bien compris, la question, c'est un parent qui pourrait dire à son enfant Oui, un jour qu'elle n'a pas été excisée, comment le faire de manière à ce que l'enfant ne soit pas impacté émotionnellement. tout C'est à ça. fait. C'est Oui, ça? oui. J'ai besoin de quelques secondes de réflexion. Euh, ça va être des pistes, hein, Karim. Je pense que là, on peut construire la réponse ensemble. Mhm, Euh, je pense que on ne sait pas agir en, en étant sûr à 100% de ne pas impacter l'enfant. Euh, Même avec la plus bonne volonté du monde et une bonne préparation, euh, notre manière de faire, on ne sait pas comment l'enfant peut réagir, on ne peut pas anticiper comment l'enfant pourrait réagir. Par contre, si le parent se pose ces questions-là, de comment ne pas impacter l'enfant ou de comment impacter le moins possible l'enfant, euh, je pense que c'est un parent qui se prépare au mieux à pouvoir parler avec son enfant et que, mhm, en étant conscient de l'éventuel, oui, des éventuelles émotions que ça pourrait engendrer, mhm, il se prépare, le parent se prépare à pouvoir accompagner aussi éventuellement euh, la réaction de l'enfant. mhm, Et ce que j'ai encore envie de dire, après je te laisse la parole si tu veux, c'est que si tu poses la question comme ça, Karine, c'est que le parent est prêt à dialoguer et le mhm, parent est prêt à parler à l'enfant. Et ça, c'est une invitation. Donc, c'est pas seulement une information qui se prépare, mais c'est un dialogue. Et donc, à ce moment-là, c'est le dialogue aussi, et le parent qui va pouvoir accompagner l'enfant par le dialogue et en laissant toujours le dialogue ouvert mhm. au sujet. Ça, c'est quelques pistes. Liste. Tu veux ajouter quelque chose tout matin? Oui, bien sûr. En fait, pour le parent qui doit expliquer à la fille, oui, qu'elle a protégé de l'excision, demande vraiment une préparation, selon moi. Euh, et même après toutes ces préparations, c'est possible que la fille soit affectée émotionnellement. C'est tout à fait normal. C'est comme, en fait, ce qui est sûr, tout ce qui est à sa première nouvelle, que ce soit par le parent protecteur, que ce soit avec le médecin, en tout cas, ça fait un choc. Et selon moi, le parent vraiment doit se préparer. Ça demande une préparation en tout cas. Et vraiment, le parent doit vraiment prendre en compte de tous les dangers qui peuvent arriver après
après avoir divulgué ce secret bon, ça dépend qu'il a gardé. Donc, ça demande quand même une préparation et vraiment, il faut prendre en compte de tout ce qui peut arriver après. Parce qu'on ne sait pas comment l'enfant peut réagir à travers ça et il faut vraiment faire attention, quoi. Ce que je peux aussi rajouter, c'est que c'est pas évident de pouvoir partager ce secret avec l'enfant parce que l'enfant risque à un moment donné aussi de le dire dehors. Parce que c'est ça aussi peut-être le risque que la maman ne veut pas encourir parce que comme disait Annalisa, je prends la responsabilité de cette tension. J'ai pas envie de partager cette tension-là avec mon enfant. Parce que un enfant, il est innocent. Dire la vérité, c'est quelque chose de logique. Donc, peut-être c'est pour ça que les parents vont prendre le choix de garder le secret parce qu'on ne sait pas si on ne fait pas toutes ces choses, si on lui dit, un jour, l'enfant peut le dire. Donc, c'est pour éviter peut-être ça aussi, de remettre l'enfant en danger, et qui fait que les parents peuvent prendre de telles décisions. Et ça, c'est dans le cas où tu me dis si je me trompe, hein, Mariama, Mhm. le risque est continu, mais si l'enfant est en Belgique, peut-être que la question se pose, Voilà. peut-être elle se pose différemment. Ça se pose différemment et ça demande quand même une Oui. préparation pour les parents. Il faut vraiment une préparation pour l'enfant, vraiment la préparer, qu'elle se rend compte. En fait, excusez-moi de vous interrompre. En fait, Madame Ba, ce n'est pas la dire quand elle est enfant, en fait. Elle a grandi dans un environnement où, dans sa tête, on lui a dit, tu es excisé dans l'intention de la protéger. Mais cette personne a grandi soit avec cette fierté, ou soit avec cette blessure dans l'âme. Ça dépend de quelle manière elle va prendre l'information disant qu'elle n'est pas excisée, disant qu'elle est excisée. Du coup, quand elle grandit, elle arrive à un certain stade où elle est suffisamment indépendante. Comment Mhm. peux-tu la dire exactement euh, non, tu n'as pas été excisé, j'étais protégé de l'excision. Dans l'espoir qu'elle puisse prendre l'excision comme étant un danger pour sa vie, et dans le désespoir qu'elle puisse le prendre comme étant un honneur. Parce que moi, j'ai connu des cousines qui considèrent jusqu'à nos jours, qui vivent en Belgique, mais qui considèrent jusqu'à nos jours l'excision comme étant un très grand honneur qu'on rend à une femme à titre éducatif. Donc, si cette mentalité existe sur la personne, comment tu peux la dire sans pour autant heurter euh, cette sensibilité qui est très importante? Parce que elle peut non seulement te tourner le dos à cause de ça, comme elle peut te prendre comme étant un sauveur à cause de ça. Donc, il y a une petite nuance entre les deux informations. Euh, j'ai également une tante qui a des soucis avec sa fille à cause de ça. Chérie, attends, je me suis téléphone. Qui a des soucis avec sa fille en France à cause justement de ça, parce que l'obligation était que les enfants doivent être excisés. Alors, les enfants sont allés au pays, donc avec les moyens, on a pu soudoyer l'exciseuse. Elles n'ont pas été impactées, c'est-à-dire elles n'ont pas eu la lésion, mais Mhm. elles ont traversé tout le processus qui sont liés à la guérison d'une jeune dame excisée. Genre habiller, coiffer à la Mhm. maison, Mhm. faire les travaux éducatifs, tout ce qui est lié, elles ont tout traversé. Cette Mhm. petite fille, cette cousine, elle est maintenant plus ou moins assez âgée, elle doit avoir les 17 ans, mais elle a un souci avec sa maman. C'est pourquoi votre sujet d'aujourd'hui m'a beaucoup parlé au fait. Et étant parent des jeunes filles et sachant d'où je viens, au Mhm. cas où si tu es contraint de faire face c'est-à-dire à une telle démarche pour pouvoir protéger tes enfants, Mhm. comment tu pourrais les dire dans l'avenir que vraiment, non, ne vous en faites pas, vous n'avez pas été vraiment soumis à cette pratique. J'ai fait ceci et cela pour vous protéger, dans l'espoir que ça ne les impacte pas. C'est ça un peu mon souci. Ok. Est-ce que l'une d'entre vous a envie de rebondir sur ce qu'il dit? Oui, bon, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu, moi. Je voudrais prendre l'exemple sur moi directement, si c'est possible. Comment je pouvais peut-être réagir face à cette
à ce genre de situation. Par exemple, moi, en tant que parent, et que dans le futur, je voudrais informer ma fille que je l'ai protégée de l'excision. Comme je l'ai bien dit, ça demande une préparation parce que peu importe, ce qui est sûr est que après que la fille soit informée, elle sera choquée et émotionnellement, ça c'est clair. Et il faut se préparer à tout ça. Et premièrement, vraiment, il faut faire croire à cette fille les dangers de l'excision. Bien avant de dévoiler, oui, je t'ai protégée de l'excision, tout ça, il faut vraiment aller petit à petit. C'est pas, c'est possible que tu peux le faire en, en- en plusieurs jours ou ça dépendra de comment l'évolution, comment ça se passe avec elle. C'est qu'aller tout doucement et vraiment faire croire à cette fille, oui, des dangers de l'excision. Et comme vous l'avez bien dit, si cette femme est maintenant indépendante et qu'elle est consciente de ce qui est là, c'est pas une petite fille, on ne l'a pas expliqué par par A, B, C, D, pas ça. Peut-être qu'elle sait lire, qu'elle comprend vraiment ce que sa maman est là à l'expliquer. Elle est indépendante, comme vous l'avez bien dit, c'est aussi facile avec les femmes. Donc, d'abord, la faire quoi de tous les dangers de l'excision, c'est très, très important. Et petit à petit, que peut-être elle-même, elle peut se dire, mais si tu savais tout ça, tu n'allais pas m'exciser alors. Et que, parce que au fur et à mesure que la conversation continue, je sais que c'est possible qu'elles en arrivent là et que elle-même, elle prend conscience de dire oui, si ma mère savait ou si moi j'avais le choix, j'allais pas être excisée. Et vraiment, je pense que c'est le bon moment de dire oui, c'est à cause de tout ça. Moi, j'étais préservée de l'excision. Moi, en tant que moi, c'est possible de le faire comme ça. Et vraiment, ça dit pas que en un seul jour, il faut que tu demandes à ta fille, viens ici, je veux t'expliquer quelque chose. Et directement, tu lui dévoiles, oui, je t'ai protégé de l'excision parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, ça se passe pas comme ça demande une préparation. Et vraiment, faut vraiment faire croire à la fille les dangers de l'excision bien avant de vraiment, de vraiment la dévoiler qu'elle a été protégée. Merci beaucoup, Fatmata. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste encore quelques minutes. Ce que je voulais aussi dire, ça dépend aussi de l'environnement de l'enfant, en fait. Si toute la famille est encore pour, c'est un risque de dire à l'enfant, tu n'as pas subi. Parce que autour de la famille, l'enfant, à un moment donné, peut, par inattention, le dire. Donc, ça veut dire que l'enfant sera toujours en danger. Mais oui, à un moment donné, certainement, il faut en parler. Mais à quel moment? Et c'est dans quelles conditions aussi on est. Et là où tu donnes un exemple, Karim, pour une personne qui vit en France. Donc, et si la famille qui vit même en France n'est pas encore déconstruite, c'est pas facile non plus de pouvoir lever ce secret parce que l'enfant sera toujours en danger. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame Ba, et si je peux me permettre, euh, vous m'entendez? Oui, je vous entends. En fait, Madame Kébé, si je peux me permettre, si je comprends bien, le meilleur moyen de communiquer est d'abord faire savoir les conséquences de l'excision avant de lui dire oui, que l'intéressé soit vraiment conscient de ses conséquences avant de lui faire savoir effectivement qu'il n'a pas été excisé, c'est ça? Oui, selon moi, oui, parce que vous avez bien précisé à l'âge adulte, non? Pas pour une Oui, petite oui, fille. en fait, à un certain stade de sa vie, où elle prend Voilà, l'excision comme étant un honneur ou un déshonneur. Parce que ça dépend, comme je vous ai dit, j'ai encore des cousines ici qui prennent l'excision comme étant un très grand honneur.
En 2019, j'ai fait un atelier avec les GAMS. Mais je ne sais pas si Madame Annalisa se souvient, j'avais eu des amis avec une de mes cousines, le fait seulement de lui demander quel était l'impact de l'excision sur son corps. Elle se disait que je ne suis pas adapté, moi, en tant qu'homme, de lui demander ça. Et Mhm. c'est allé très loin. Je sais, c'est allé très très loin au sein de la famille. Mhm. Donc, ça reste encore un sujet extrêmement tabou. Et Oui, cette cousine, ce n'est pas une illettrée, hein, c'est une grande intellectuelle. Hein. ouais. Mhm. C'est une intellectuelle et qui a pratiquement vécu ici. Mais si une telle personne arrive encore à considérer une pratique aussi désavouée que l'excision, ça reste quand même un sujet quand même qui est très difficile à développer. Comme vient de le dire Madame Bass, ça dépend du milieu social le plus souvent. Il y a des milieux sociaux qui sont plus ou moins tolérants ou d'autres sont encore assez archaïques de nos jours. Donc, vraiment, pouvoir faire la nuance de la manière dont on peut communiquer à un enfant, je crois que c'est quelque chose de très important. Ouais, comme ce Surtout que je viens de quand vous on dire, c'est fait... ce que moi je pense. Oui, La oui, meilleure solution. oui, d'accord. En tout cas, merci pour les informations, je suis ravi. Merci à toi. Merci à vous. Je vois déjà qu'il y a des personnes qui commencent à nous lâcher. Mais est-ce qu'il y a d'autres commentaires, des questions dans le public? Et merci à Monsieur Karim d'avoir fait ce partage avec nous. Ben, si vous avez toujours des questions, je laisse encore la possibilité, mais j'aimerais euh, donner quelques informations pour clôturer la journée. Mais je suis toujours à votre disposition si vous en avez besoin. Ok. Je vais repartager mon écran, mais je vous écoute. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Voilà. Ben, pour terminer, je mets ce message pour vous. Si jamais voulez aller plus loin à votre rythme, n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme et obtenir un certificat en plus de votre formation en ligne sur l'excision. C'est le e-camping. Donc, c'est une plateforme qui a été créée par le réseau NFGM Europe. Et c'est des modules qui sont gratuits et certifiants. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour, de vous inscrire et de vous former à votre rythme. Et deuxième chose, c'est que je demanderai aux personnes qui ont suivi le webinaire de bien accepter de nous faire un retour via un petit questionnaire d'évaluation et à travers ce lien ou alors faire euh, un scan de ce QR code, 2 petites minutes pour nous dire comment vous avez trouvé l'atelier et ce que vous attendez pour les prochains et vos commentaires. Bien, mesdames et messieurs, sans plus autant tarder, je vais vous libérer et vous remercier euh, vraiment d'avoir participé à cet atelier.
Merci à toi, Mariama. Merci. Et bonne soirée à tout, bon après-midi. Il est encore 16 heures, mais merci d'avoir participé à cet atelier. De ne pas oublier de nous rapporter votre évaluation. On peut toujours vous l'amener par mail aussi après l'atelier ici. Et merci à Annalisa et Fatmata pour votre brillante intervention. Merci à Karim d'avoir posé ces questions très intéressantes aussi par rapport à ces situations-là. Merci au partage de Florence pour cette personne qu'elle connaît aussi dans le centre qu'elle était. Et voilà. Et le prochain atelier, vous dites le prochain atelier aura lieu le, euh, ça sera le 4 du 11 2025 sur la question quel est l'impact sur les parents séparés dans la protection de l'enfant, surtout dans une situation de couple mixte. Ça va? Ok. Donc, merci à vous et au revoir. Au revoir. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.